comme professeur d'histoire. Et Fatima, donc je suis très content de vous retrouver. Alors, je voudrais que vous me dites un mot sur vous. Ok, bueno, je commence, non? Oui, Je suis Maïmouna, je suis née ici, mais mes parents sont de Sénégal. Mon père est de Casamance, oui. oui. Et ma maman, elle est de Gambia, Et de Gambia. Mhm. Et ton nom de famille, c'est quoi? Balde, Balde. Balde Ah, Jao. d'accord. Mm. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, oui. Donc, c'est la seconde génération. Oui. C'est la seconde génération. Et vous êtes à Barcelone, Non, à Jérôme. à Gérone, à Gérone. Mhm. D'accord, d'accord. Et Fatima? Moi, c'est Fatima. Euh, j'ai 20 ans, donc moi, je ne suis pas née ici. Genre, j'étais au Sénégal depuis... Genre, je suis née au Sénégal et à mes 15 ans, je suis venue ici. Donc, j'ai étudié ici. Et mes parents, eux, ils sont nés au Sénégal aussi, mais ils sont venus ici. euh, et c'est ça. Donc, vous êtes venu ici en quelle année? Euh, 2019. 2019. D'accord, Oui, d'accord, d'accord. oui, ça Et, fait 5 ans. et actuellement, vous étudiez ou vous travaillez? Euh, d'étudier à la université. Vous étudiez à l'université. Oui, j'étudie la chimie. Vous étudiez la chimie. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Et Maimouna, vous Moi, travaillez ou vous étudiez? je travaille comme conseillère professionnelle, Oui. mais de formation, je suis psychologue. Ah, vous êtes psychologue. Mhm, D'accord, d'accord. Donc, je vais essayer de vous montrer, mhm, de vous faire découvrir le Sénégal euh, avant avant la colonisation. mhm. Avant la colonisation, pour qu'on voit un peu. Donc, Victor, tu peux afficher Oui, le document? un moment, s'il vous plaît. Oui. Je vais vous faire découvrir le Sénégal. Voilà, je vais vous faire découvrir le Sénégal. Alors, donc, nous allons y aller très simplement. Et puis, vous allez avoir également ce document avec vous pour votre information. Et voilà. Donc, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est comment le, l'organisation sociopolitique du Sénégal avant la, avant la conquête coloniale, avant que la France ne gagne ne mette en place l'ordre colonial, n'est-ce pas? Euh, donc, aujourd'hui, le Sénégal est un pays euh, sur ses 200 000 km² et forme une seule formation politique. Mhm, Mais cette image du Sénégal d'aujourd'hui est différente de la situation avant la colonisation. mhm, Avant la colonisation. Donc, c'est important de comprendre que le, le Sénégal tel qu'il apparaît aujourd'hui est le résultat de la conquête coloniale, mhm, n'est-ce pas? La conquête coloniale. Avant la conquête coloniale, nous allons voir comment le Sénégal était. On va avoir une première période qui va voir avant avant le 16e siècle. Avant le 16e siècle. Avant le 16e siècle, si on regarde la, la carte, Victor descend, fait Oui. descendre, positionne la carte, avance juste, voilà, voilà, voilà. Donc, si vous regardez bien cette carte, vous regardez, vous voyez, au nord, au nord, nous avons les peuples Wolof. mhm,
nous avons les peuples Wolof. Et dans ces peuples Wolof, il y a ce qu'on appelle le Grand Jolof, le royaume du Jolof. Et le royaume du Jolof comprenait l'actuel Cayor et tout ce qu'il y a autour de Thiès, le royaume du Waalo, hein, la première partie, le delta du fleuve Sénégal, de Dagana jusqu'à Saint-Louis, c'est ça qu'on appelait le Waalo. Vous avez également le Baol, c'est-à-dire vers la région de Diourbel. Hein. Vous avez le Sine vers Fatick. Vous avez le Saloum vers Kaolack et Kaffrine. Donc, c'est ça qui faisait les royaumes Wolof du Jolof. Et au sud, nous avons les royaumes, la plupart, nous avons les populations mandingues, n'est-ce pas? Et au sud, il y a là non seulement la Casamance, mais il y a également la Gambie. Donc, la Gambie n'existait pas avant, n'est-ce pas? La Gambie n'existait pas. Donc, nous avons les populations, pour la plupart, nous avons des Mandingues, nous avons des Diola, nous avons des Wolofs et des Peuls et des Mandingues. Donc, dans le sud, nous avons ces populations-là, n'est-ce pas? Et, 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 et à l'est, nous avons, là, vous voyez, les peuples seracolais, hein? C'est vers le Tambacounda, les peuples seracolais, et en bas, les peuples mandingues, n'est-ce pas? Lorsque vous descendez vers le Kolda, etc., donc vous avez les peuples mandingues et les peuples Peul qui sont là-bas. Donc, oui, si vous avez des questions, posez en même temps. Oui, allez-y, pour poser vos questions comme vous les entendez. Au moins, voilà. OK. Donc, tu peux, remonte encore un peu. Tu reviens sur, voilà, encore, remonte Ah, encore d'accord. un peu. Remonte un peu. Voilà. Donc, je vous ai préparé un petit résumé, hein, le résumé. Donc, avant le XVIe siècle, l'espace sénégambien est dominé dans sa partie nord par l'empire du Jolof. Et l'empire du Jolof, c'est une confédération. On y retrouve les provinces du Cayor, du Waalo, une partie du Fouta, le Sine, le Saloum. Ça, c'est dans la partie nord. Et dans la partie sud, nous avons le royaume du Gabou. Vous avez entendu parler du Gabou. Et c'est le Gabou qui domine les provinces où nous retrouvons des populations diverses. Les Peuls, les Diola, les Baïnouk, les Balantes, les Mandingues. Donc, si nous voyons en résumé, nous avons une entité qu'on va appeler plus tard la Sénégambie. La Sénégambie, c'est-à-dire les États qui sont entre le fleuve Sénégal et le fleuve de Gambie. Et dans cet espace, nous avons le Grand Jolof. On l'appelle le Grand Jolof parce qu'actuellement, le Jolof, il y a toujours le Jolof actuel, mais un noyau. Ce qu'on appelle le Grand Jolof, c'est le Jolof où il y a le Petit Jolof, Little Jolof. Vous avez le Cayor, vous avez le Baol, vous avez le Waalo, et vous avez le Sine, le Saloum et une partie du Fouta Toro. N'est-ce pas? C'est ça, le Grand Jolof. Et au sud, nous avons le Gabou. Et dans le Gabou, nous avons donc une diversité de populations, que ce soit les Peuls, les Mandingues, les Diola, les Balantes. Et là-bas, les Mandingues sont dominants. Tout comme dans le Grand Jolof, les Wolofs sont dominants, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair, Oui. Fatim? Oui, Question? Pour l'instant,
Non. Donc, qu'est-ce, donc, qu'est-ce que on peut dire, qu'est-ce que vous retenez? Et qu'est-ce que vous retenez dans la composition des royaumes? Par exemple, si on vous demande qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui, le grand Jolof, qu'est-ce que vous allez dire? Eh, la- Fátima, ayúdanos, que tú parlas francés. A ver. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez retenu que d'abord, il y a plusieurs provinces qui composent le Grand Jolof. Ce sont plusieurs Oui. provinces, n'est-ce pas? Ujú, ujú, C'est comme si vous dites les Catalans, il y a plusieurs provinces, n'est-ce pas? oui. Il y a Ujú, plusieurs provinces qui constituent le, le, le Grand Jolof. Il y a plusieurs ujú, provinces, n'est-ce pas? oui. Et, et du point de vue de la population, il y a une ethnie dominante, Ujú, ce sont les Wolofs. ujú, Mais il n'y a pas seulement que les Wolofs. Si vous prenez le Sine, c'est des Sérères. Si vous prenez le nord, une partie du Fouta, c'est ujú, des Polars. ujú, Le grand nombre, la grande ethnie, c'est le Wolof, ujú, n'est-ce pas? Donc, ouais, donc, le Grand Jolof, premièrement, un, c'est des provinces. Il y a ujú, plusieurs provinces. ujú, Deuxièmement, il y a une ethnie dominante. ujú, Cette ethnie dominante, c'est les Wolofs, mais il y a ujú, des Sérères, il y a aussi des Peuls, ujú, ujú, n'est-ce pas? Donc, ouais. donc ça, c'est euh, avant le 16e siècle. Et si vous prenez le sud en Casamance, nous Ujú, avons le Gabou. Et dans ujú, le Gabou, c'est aussi une seule entité, mais il y a plusieurs ethnies. ujú, Il y a plusieurs ethnies. Et l'ethnie dominante, c'est les Mandingues. Mais vous ujú, avez les Diola, vous avez les Balantes, vous avez les Baïnouk, vous avez les Peuls, ujú, n'est-ce pas? Donc, ouais. diversité. On peut dire qu'il y a une diversité. Ujú, Ce ujú, que nous retenons, ce que nous retenons dans le Sénégal avant le 16e siècle, c'est la diversité. ujú, Diversité à l'intérieur du Jolof, ujú, avec plusieurs provinces, diversité ethnique, il y a les ujú, Wolofs, il y a les Sérères, il y a les Peuls. Et dans le Gabou, il y a une diversité ethnique. C'est ujú, une seule entité, mais il y a une diversité ethnique. Vous avez les Mandingues, vous avez les Baïnouk, vous avez les Balantes, vous avez les Diola, vous avez les Peuls, n'est-ce pas? ujú, Donc c'est ujú, ça qui apparaît avant le 16e siècle. ujú. Victor, on avance, descend un peu. Voilà. Alors maintenant, tu viens sur viens sur la carte. Encore, descends un peu. Voilà. Ujú, Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre le 16e et le 19e siècle. Donc, on avait vu avant le 16e siècle, avec deux entités, le Grand Jolof et le Gabou. Maintenant, on va voir ce qui va se passer entre le 16e et le 19e siècle, n'est-ce pas? ujú, On va avoir une recomposition, une transformation de la carte. Et cette transformation de la carte s'explique par le fait que le Grand Jolof va éclater. ujú, Le Grand Jolof éclate parce que depuis le 15e siècle, depuis 1444, les Européens se sont installés sur les côtes ujú, et ont créé des comptoirs. Ils ont créé Gorée à partir de, euh, euh, du XVIIe siècle. Ils ont créé, à partir de 1659, ils ont créé Saint-Louis. Ils ont créé les villes sur la côte
n'est-ce pas? Ils ont créé des comptoirs à Albreda, en Gambie, Mhm. n'est-ce pas? Et sur la côte, le commerce se développe, le commerce de traite. La Mhm. traite, c'est les produits manufacturés, le vin, les tissus, euh, les armes à feu et euh, les esclaves, n'est-ce pas? Les, Mhm. les commerces se font sur la côte et les, les régions qui sont sur la côte commencent à être plus importantes que les territoires qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle l'interland. Donc, il y a un mouvement vers la côte. Et ce mouvement vers la côte va développer la tension entre les Djolof qui étaient à l'intérieur du pays et les côtes, les royaumes qui sont sur la côte. Et les royaumes sur la côte vont, les provinces sur la côte vont devenir indépendants par rapport au Grand Djolof. Nous avons au nord le Wallo, vous avez le Cayor, hein, sur la partie au ouest. Vous avez également le Bawol, vous avez le Sine, vous avez le Saloum, n'est-ce pas? Et vous avez le Niani. Donc, vous voyez toutes avec la carte, vous voyez les royaumes Wolof se sont détachés et il ne reste que le petit Djolof. Mhm. Il ne reste que le petit Djolof. Et vous voyez également au nord, le long du fleuve Sénégal, vous avez le territoire de Fouta Djallon, Mhm. n'est-ce pas? Donc, il y a un éclatement. Il y a un éclatement du Djolof. Tu vois. Et cet éclatement du Djolof va également se voir au sud avec le Gabon. Il va y avoir aussi l'éclatement au sud du Gabon. Le Gabon va devenir assez petit, vous le voyez là, n'est-ce pas? Et vous allez voir maintenant les Balantes, tu vois, les Kantora, tu vois, vous allez voir toutes tous toutes ces ethnies qui vont devenir indépendantes par rapport et le Kassa va se former, tu vois. Donc, si vous regardez dans le résumé, comme on l'écrit ici, entre le 16e et le 19e siècle, l'espace politique est recomposé avec le déclin de l'empire du Djolof, n'est-ce pas? Il y a un éclatement. Mhm. Les provinces du Cayor, du Walo, du Bawol, du Sine, du Saloum et du Fouta s'émancipent de la tutelle du Bourba Djolof. Nous allons y revenir, le Bourba Djolof. Mhm. Donc, les royaumes côtiers se sont enrichis en tirant profit de l'essor du commerce atlantique, le commerce des esclaves, le commerce des produits manufacturés qui se déroule sur la côte. Alors, en Sénégambie méridionale, certains royaumes vassaux, comme le Fuladu, le Balantakounda et les principautés Diola, du Foni, de la Basse-Casamance, vont aussi prendre leur indépendance par rapport au Gabon. Donc, il y a aussi un éclatement. Donc, éclatement au nord, éclatement au sud. Donc, les deux grands États qu'il y avait, le Grand Djolof et le Grand Gabou, éclatent et donnent naissance à des petits États. Et de plus en plus, les activités se déroulent sur la côte atlantique, avec l'arrivée des Européens. Question? Víctor, m'ajudes? Sí, sí, oui, oui. Tema de comerç, Sí. com es va desenvolupar llavors? A on? A quina zona, vols dir? A la costa, en general. Vale. Mm. Professeur Maïmouna, Oui. elle a une question que c'est en relation à le développement du commerce à la côte. Mhm. Quelle est la manière ou comme le commerce a développé la côte en comparaison avec les autres régions du Sénégal à cette étape?
Non, Maïmouna? Si, 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 si. D'accord. Alors, je vous ai dit que dès le 15e siècle, Mhm. avec l'esclavage, des comptoirs, ce qu'on appelle les comptoirs. Mhm. Les comptoirs se créent, les points, les comptoirs. Les premiers comptoirs créés, c'est Gorée, Mhm. au large de Dakar. Gorée. Saint-Louis va être créé. Mhm. Saly Portudal va être créé, Mhm. hein, dans la région de Thiès. Vous avez entendu parler de Saly. Saly Portudal, c'est créé, Oui. Oui. n'est-ce pas? Euh, vous avez Albreda en Gambie Mhm. qui se crée. Hein? Carabane se crée. L'île de Mhm. Carabane se crée. Mhm. Et plus tard, Ziguinchor se crée, Mhm. n'est-ce pas? Tous ces points sont des comptoirs. C'est-à-dire des comptoirs sont des points où le commerce se déroule. Mhm. C'est le début d'une ville. Ce n'est pas encore une ville, mais c'est le début. Tu vois? D'accord. C'est-à-dire c'est un point d'installation. Les bateaux arrivent avec des produits. Mhm. Les produits, ce sont les armes, ce sont les tissus, ce sont les produits manufacturés, hein? Mhm. Tout ce que vous pouvez avoir comme produits manufacturés, hein? Les produits manufacturés, les ustensiles de cuisine, tout ce que vous pouvez avoir, hein? Vous avez aussi l'alcool, les armes Mhm. et les esclaves. Quand Mhm. ils amènent ces produits, ils vont acheter les esclaves. Ils vont acheter les esclaves, ils amènent les produits manufacturés, ils achètent des esclaves. Les esclaves sont envoyés en Amérique pour travailler dans les plantations, Mhm. n'est-ce pas? Alors, ce sont ces nouvelles activités qui se déroulent sur la côte. Et comme il y a beaucoup de circulation d'armes, on achète les armes, les États qui sont sur la côte, le Cayor, le Baol, le Waalo et tout, ils prennent leur distance par rapport au Jolof. Parce que le Jolof est situé à l'intérieur, Mhm. n'est-ce pas? C'est situé à l'intérieur. Le Jolof, c'est actuellement, si vous connaissez la carte du Sénégal, c'est Linguère, c'est Dara, Mhm. c'est ça le Jolof, n'est-ce pas? Mhm. Donc, Mhm. c'est vraiment l'intérieur, c'est à l'intérieur des terres. Alors que les activités se développent autour de la côte. Donc, c'est là où il y a les bateaux. Les bateaux viennent accoster. Joal fait partie de ces points. Mhm. Ndangan fait partie de ces points où les points de commerce où les traitants arrivent, euh, discutent avec les commerçants, on amène les produits, on amène des esclaves, ils achètent les produits et ils les amènent, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui fait que il y a une nouvelle situation créée avec les nouvelles activités qui se développent le long de la côte, n'est-ce pas? Et c'est ça qui va faire en sorte que les Jolof va décliner, va éclater, le Gabo également va éclater, n'est-ce pas? Rappelez-vous, nous avions dit qu'il y avait une diversité de territoires, de provinces. Ces provinces étaient reliées à l'autorité centrale. L'autorité centrale, c'était le Jolof. Au sud, l'autorité centrale, c'était le Gabo. Mais quand l'autorité centrale est affaiblie, les provinces prennent leur indépendance. Mhm. N'est-ce pas? Oui. C'est dans une certaine mesure, regardez le rapport que vous avez entre l'Espagne et la Catalogne. Mhm. Tu vois? Mhm. L'Espagne et la Catalogne. L'Espagne, c'est la grande entité. Oui. Tu vois? Actuellement, vous avez tout le débat sur l'indépendance ou l'autonomie de la Catalogne. Tu vois? Mhm. Cela dépend de la capacité de l'Espagne à jouer un rôle fédérateur, Mhm. à être une force pour maintenir la Catalogne autonome et non indépendante. Mais si l'autorité de l'Espagne, si Madrid devient faible, en ce moment-là, la Catalogne va partir, prendre son indépendance, ou son indépendance, et dépasser le stade d'autonomie. Donc ici, les activités se sont développées le long de la côte.
et ses activités avec le commerce des armes donnent plus de puissance à ces royaumes-là qui prennent leur distance à, au Jolof et par rapport au Gabon. Autre question? Hola, Víctor, tengo una pregunta. Hola, Vas, adelante. Voilà. Bonsoir, professeur, bonsoir à tout le monde. Je m'excuse de vous rejoindre un peu tard. Oui. Voilà, voilà, professeur, juste j'ai une C'est question. comment votre nom? C'est Basmalo. Basse, oui, d'accord. Oui, oui, Basmalo. Et voilà, juste une question. L'empire du Gabou, Oui. est-ce qu'il s'étendait jusqu'en Basse-Casamance? Parce que quand vous dites que l'empire du Gabou s'éclate, ça donne naissance à l'empire du Pouladou, du Balantakunda, et je sais pas, du Fogni, quelque chose comme ça. Donc je me demandais si vraiment cet empire-là s'étendait jusqu'en Basse-Casamance, jusqu'à Cabrousse, Cap-Skirring, quelque chose comme ça. Oui, Quelles étaient les limites? Voilà. ça va jusqu'en, non seulement, ça dépasse la Basse-Casamance, ça va jusqu'en Guinée-Bissau. Mhm. Une partie de la Guinée-Bissau et une partie de la Guinée-Bissau est dans le Gabon. Oui, oui, je connais. Oui, oui. Voilà, une partie de la Guinée-Bissau. Donc, Mhm. ici, je m'en suis tenu à ce qu'il y a au Sénégal, mais ici, dans le résumé, je vous l'indique, dans le Gabon, il y a non seulement le Fouladou Mhm. vers Kolda, vous avez le Balantakunda, hein, vous avez les Diola du Foni, hein, vous avez les Mhm. Diola à Basse-Casamance, n'est-ce pas? Et vous savez que ce sont les Diola et les Mandingues qu'on retrouve aussi en Guinée-Bissau. Mhm. Voilà. Donc, tout ça, ils font partie du Gabon. L'empire du Gabou. Du Gabon. Maintenant, avec le déclin du Gabon, toutes ces provinces qui étaient ce qu'on appelle des États vassaux. Tu vois, on appelle un État vassal quand un État est sous l'autorité d'un grand État. Une province est sous l'autorité du grand État. Une autre. Je disais, c'est comme si vous représentez la situation de l'Espagne et de la Catalogne, hein, et même de certaines autres, comme la Galice et autres, tu vois, ce sont des entités qui se sont fédérées autour du trône de l'Espagne. Si il y a un affaiblissement du pouvoir central, les États vassaux prennent leur autonomie. Et c'est ça c'est ça qui se produit avec le Gabon. Et c'est la même chose que nous avons vu avec le Grand Jolof, n'est-ce pas? Les royaumes, que ce soit le Wallo, que ce soit le Kayor, que ce soit le Baol, le Sine, le Saloum, avaient pris leur autonomie et plus tard leur indépendance. On va voir la même chose avec le Gabon au sud. Et une autre question aussi, je ne Oui. veux pas abuser du temps. Non, au Quand vous contraire. dites par exemple, voilà, Nous sommes là quand pour vous les dites par questions. exemple Oui. qu'avec l'arrivée des Blancs, que Saint-Louis a été créé, vous faites référence au port de Saint-Louis ou bien Saint-Louis en tant que ville? Non, Saint-Louis, c'est une seule entité. Saint-Louis, Saint-Louis, c'est l'île d'Indar Mhm. qui a été créée en 1659, au XVIIe siècle. Gorée est plus ancien, parce que Gorée date déjà de 1444, n'est-ce pas? Donc, dès le XVe siècle, Gorée a été créée comme comptoir, Saint-Louis comme comptoir, et ensuite, on va avoir d'autres comptoirs. Dakar va être développé à côté de Gorée, Rufisque va être développé autour de Gorée. Nous allons avoir au sud
nous allons avoir, vous avez la Saly Portugal. Saly Portugal, c'était un port, c'était un fort, n'est-ce pas? Vous allez avoir aussi les Albreda en Gambie. Vous allez avoir aussi plus tard l'île de Carabane, qui va avoir son comptoir. Ziguinchor deviendra comptoir. Tout comme au sud, vous avez également la Guinée-Bissau. Hein? Tu as Bissau. Donc, ce sont ces comptoirs qui se sont créés et qui sont le début des activités de commerce. Le début des activités. Tu vois? Et ce sont ces activités de commerce, le commerce des produits manufacturés, le commerce des armes, le commerce des esclaves. C'est ça qui va faire en sorte que la côte va être plus importante que l'intérieur. Et les activités se développent de plus en plus sur les côtes. Et c'est ça qui est resté jusqu'à maintenant. Ok, Voilà. d'accord. Juste l'autre question dans de petite confusion que j'ai toujours, soit à travers les écrits ou bien certains historiens, et concernant la langue, c'est-à-dire la langue Wolof et l'ethnie en tant que telle. Quelque part, j'ai lu et écouté, soit disant que le Wolof en tant que langue, ça existe, mais en Oui. tant qu'ethnie, ça n'existe pas. C'est plutôt les Lébou, voilà, le peuple pêcheur, les Lébou, c'est-à-dire qui le parlent. Là, j'ai vraiment souvent des confusions. Est-ce que le Wolof, en tant qu'ethnie, il y a une ethnie comme par exemple, c'est reconnu les Diola, les Peuls, les Mandins, où il n'y a pas de discussion, mais quelque part, vous m'excusez, quelque part, il y a vraiment, j'ai souvent écouté ou lu certains récits de certains historiens qui disent autrement c'est-à-dire le Wolof en tant qu'ethnie, ça n'existe pas, mais plutôt la langue. Qu'est-ce que vous Non, pouvez il y a une ethnie Wolof. Il y a une ethnie Wolof. Et mais cette ethnie Wolof, on la retrouve dans le Jolof. Aujourd'hui, le Jolof comme Dara Jolof, Bulgaire. Vous la trouvez dans le Cayor. Cayor, c'est la zone aujourd'hui où tu as le centre du Sénégal avec Thiès, Tivaouane. Hein? Vous la trouvez également dans le Baol, c'est-à-dire Diourbel. Vous allez le retrouver dans le Saloum, n'est-ce pas? Et vous allez le retrouver aussi dans le Waalo. Alors, tu vois que c'est une superficie assez grande. Et en fonction maintenant des lieux d'habitation, il y a des nuances dans le parler. Effectivement. C'est ça qui va faire en sorte que dans le Waalo, tu vas avoir, par exemple, même à l'intérieur du Waalo, vous avez les populations pêcheurs. Vous avez les pêcheurs qui vont avoir un certain patois, un certain langage particulier. Dans le Lébou, dans le Cap-Vert, vous allez avoir aussi les Lébous. Et ces Lébous, vous les trouvez de Dakar jusqu'à Yen, voire Toubabou Dialaw. Hein? Donc, ce sont les populations qui habitent le long de la côte et pour l'essentiel qui étaient des populations de pêcheurs. Donc, ça, c'est la première entité Wolof. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que avec le système colonial, le Wolof est devenu ce qu'on appelle une lingua franca, c'est-à-dire une langue d'unification, portée par le commerce, les activités d'échange dans les comptoirs, dans les villes, se sont progressivement étendues à l'intérieur du pays et amenant de parler Wolof. Parce que ce sont les premiers commerçants sont des Wolofs qui sont allés dans le Fouta, qui sont allés en Casamance, qui sont allés dans le Sénégal oriental et même qui vont aller dans les pays voisins comme au Mali, comme en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, c'est avec les activités du commerce que le Wolof
s'est répandue et est devenue la langue d'unification. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si vous prenez les ethnies, si vous prenez les ethnies qui habitent dans le Fouta, tu peux dire à peu près que 80% des populations dans le Fouta parlent Wolof. Si vous allez en pays Diola, à peu près aussi 60 à 70% des populations qui habitent de l'ethnie Diola parlent et Diola et Wolof. N'est-ce pas? Et c'est la même chose que tu vas avoir quand tu vas dans le Batakunda, vous allez dans le Bantakunda, vous allez retrouver la même chose. N'est-ce pas? Donc, l'ethnie Wolof, il y a une ethnie Wolof et une langue Wolof. Et la langue Wolof, elle est plus répandue. Et parce que son expansion a été soutenue par les activités de commerce et par le développement des villes. Dans toutes les villes, les gens ne parlent que Wolof. Et aussi, de plus en plus, par exemple, les Sérères qui viennent au Sénégal, qui viennent à Dakar ou à Thiès, les jeunes générations perdent leur langue. Leur langue. Ils perdent le Sérère, ils perdent le Wolof, ils perdent aussi le Diola ou le Bambara, le Soninké ou le Mandingue, n'est-ce pas? Donc, selon les générations, au fur et à mesure que les générations s'installent en ville, il y a une perte de leur identité, de leur langue, au profit du Wolof, n'est-ce pas? Et il y a un livre très intéressant du professeur Makhtar Diouf sur les ethnies au Sénégal. Hein? C'est publié dans les nouvelles éditions africaines. Hein, les NEA du Sénégal, les nouvelles éditions africaines du Sénégal. Si vous allez sur Internet, Makhtar Diouf, les ethnies du Sénégal, vous allez trouver l'ouvrage. Merci. Merci pour ça. Autre question? Oui? Oui, j'ai une question. Oui, Fatih. Je me demandais si, avant l'arrivée des Européens, y avait-il des ventes d'esclaves entre le peuple, genre entre les gens de là-bas, du Sénégal, en fait? Comment tu peux descendre, Victor, Oui, en bas. On va voir l'organisation sociale. ici? Oui, oui, encore. Descends. Ici, non? L'organisation sociopolitique des royaumes sénégalais? Voilà. Alors, donc, regardez, je vous explique, je vous mets dans le résumé et puis on va regarder le texte. Donc, dans le résumé, je vous explique que les royaumes du Sénégal précolonial, c'est ce qui est situé entre le fleuve Sénégal au nord et la Gambie au sud. On retrouve à peu près la même organisation sociale, sociopolitique. Alors, au sommet, donc au niveau de la royauté, il y a un groupe aristocratique, n'est-ce pas? Et c'est dans ce groupe qu'on choisit le roi, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle les familles utérines, les familles utérines. Si vous allez dans le Cayor, par exemple, ce sont les FAL. Il faut être de père et de mère des familles utérines, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on appelle l'aristocratie, n'est-ce pas? Ça, il y a le roi et ceux qui l'entourent, ce sont ses administrateurs. Il y a un groupe d'hommes qu'on appelle les hommes libres, les Ndiamour. On les appelle les Ndiamour. Ils sont agriculteurs, ils sont éleveurs, n'est-ce pas? Tout comme les aristocrates, mais
ils sont libres, c'est des hommes libres, mais ils ne sont pas, ils ne peuvent pas accéder à la royauté. Parce que la royauté, ce sont les familles. Généralement, nous avons 3 à 4 familles, et c'est à l'intérieur de cette famille que le roi est choisi, que les élections se déroulent, n'est-ce pas? Donc, toutes les familles ne sont pas des familles utérines, ce qu'on appelle les familles utérines, les familles régnantes. À l'intérieur de la famille régnante, qu'il y a que le bourgeois est choisi, que le roi est choisi. Nous allons voir les titres des rois. Ensuite, il y a le grand peuple qui sont les hommes libres. On les appelle les Ndiambour. Et ensuite, au bas de l'échelle maintenant, n'est-ce pas, nous avons plusieurs groupes. Il y a les esclaves. Les esclaves, quand il y a des guerres entre les royaumes, les populations qui sont vaincues sont capturées et deviennent des esclaves. N'est-ce pas? Donc, on peut avoir été noble, vous avez été battu à la guerre et on vous transforme en captif. Et quand on vous transforme en captif, vous perdez votre liberté, vous perdez votre statut Noblesse. de noblesse et vous devenez esclave. N'est-ce pas? Donc, il y a cette catégorie des esclaves. Il y a maintenant ce qu'on appelle les gens de caste. Ce sont les gens de métier. N'est-ce pas? Les gens de métier, on les appelle ici les castes. Les cordonniers, les griots, hein, les forgerons, n'est-ce pas? Donc, ceux qui travaillent, les griots, c'est la parole. Les cordonniers, c'est le cuir. Les forgerons, c'est le fer. N'est-ce pas? Ça, ce sont les principaux, groupes, ce sont les principaux groupes socio-culturels, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Il y a les gens de caste, les esclaves qui constituent le bas de l'échelle. Et dans cette société, il y a le mariage se fait dans les groupes, ce qu'on appelle l'endogamie. C'est à l'intérieur des groupes. Par exemple, c'est à l'intérieur de l'aristocratie que les mariages se font. À l'intérieur des castes que les mariages se font aussi. N'est-ce pas? Donc, c'est une société de système. C'est une société de système. Alors, je vous l'explique ici dans le texte, n'est-ce pas? Vous avez, il y a une grande diversité, mais malgré cette diversité, il y a à peu près la même organisation. Et cette organisation va connaît quelques influences avec les Mandingues et l'islam. Donc, il y a des sociétés où le système repose sur le système matrilinéaire, c'est-à-dire c'est la mère, c'est les Wolofs, c'est les Sérères. Et vous avez le système patrilinéaire qui repose sur le père, ce sont les Peuls, les Toucouleurs, les Mandingues, n'est-ce pas? Et dans tous les deux cas, il y a des relations de dépendance, il y a une classe supérieure et une classe inférieure. Il y a une classe libre et une classe non libre. N'est-ce pas? Les gens des castes ne sont pas des esclaves. Ils sont libres, mais ils sont castés. Tu vois? Et il y a en même temps ce qu'on appelle au niveau de la hiérarchie, au niveau des classes régnantes, on les appelle ici des monarchies élues. Si vous prenez l'Espagne, tu vois, la succession se fait à l'intérieur d'une même famille, n'est-ce pas? Mais ici, c'est plusieurs familles et il y a un conseil, on les appelle par exemple le Sep Agbawor au Wallo,
ou le grand Giraffe, tu vois. Et ce sont ces conseils qui élisent le roi. Il y a une compétition entre les candidats à la royauté qui appartiennent à une famille régnante. Et la compétition s'organise et il y a une assemblée qui examine les candidatures, qui vote au besoin. Si le consensus n'est pas trouvé, il y a un vote qui se fait. Et en ce moment-là, on déclare qui a gagné. Donc, c'est pourquoi on les appelle des monarchies élues. Elle est différente de la monarchie telle que vous le connaissez en Espagne, au Danemark, en Angleterre, en Belgique, hein, où c'est une famille, et c'est à l'intérieur de cette famille où le pouvoir se transmet de père à fils, n'est-ce pas? Ou fille, quand il n'y a pas de garçon, il y a une reine, n'est-ce pas? Mais c'est une seule famille. Alors qu'ici, il y a plusieurs familles, 3, 4, et c'est à l'intérieur de ces 3 ou 4 familles que la compétition est organisée, et c'est arbitré par un conseil. Et ce conseil, ce qui est intéressant, c'est que les membres de ce conseil ne peuvent pas être candidats, n'est-ce pas? Pour garantir l'indépendance. Ils ne peuvent pas être candidats. Et généralement, et aussi, les électeurs ne peuvent pas être candidats. Tu es électeur, mais tu ne peux pas être candidat. Tout comme ceux qui sont candidats ne peuvent pas être des électeurs. Donc, c'est un système d'équilibre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec le suffrage universel, vous êtes électeur et candidat. Vous pouvez être candidat à la mairie, hein, en même temps, vous êtes électeur. Mais ici, dans ce système, si vous êtes candidat, vous ne pouvez pas être électeur. Et l'électeur ne peut pas être candidat. N'est-ce pas? Vous voyez que l'Afrique a fait naître son système de démocratie. On peut dire ce que l'on pense, parce qu'on peut dire on peut penser ce que l'on veut de ce système. Mais c'est un système d'équilibre. C'est un système qui est fondé sur l'équilibre, n'est-ce pas? Et c'est un système qui a aussi pris en compte les conflits d'intérêts. Si vous êtes de la famille des familles régnantes, vous ne pouvez pas être électeur. Si vous êtes électeur, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la qualité d'être élu. Et les membres du conseil ne peuvent pas être électeurs et ne peuvent pas être aussi des élus. Donc, c'est un système qui est fondé sur la recherche de l'équilibre, un équilibre entre plusieurs groupes socio-culturels. Vous avez les aristocrates, vous avez les hommes libres, vous avez les artisans, n'est-ce pas? Et avec l'islam, il va apparaître les marabouts, n'est-ce pas? Et les marabouts vont être des conseillers du roi. Les rois vont chercher des marabouts, à la fois pour être conseillers, pour assurer aussi leur protection, n'est-ce pas? Les marabouts assurent la protection, les marabouts donnent des conseils. Donc, tout ça, c'est très important de le noter. Mais il faut aussi dire que toutes ces sociétés reposent sur l'activité économique. L'organisation sociale repose sur l'activité économique. Et l'activité économique, c'est essentiellement l'agriculture. L'agriculture, l'élevage. C'est ce qu'on appelle les activités d'économie d'autosubsistance. N'est-ce pas? Donc, vous avez la plupart, ce sont les agriculteurs, mais vous avez aussi les populations peules, qui généralement sont des populations nomades, qui font l'agriculture, qui font l'élevage. Hein? Ils sont nomades, on les voit dans le Ferlo, on les voit sur les bords du fleuve Sénégal,
Et ce sont les mêmes populations qui vont se retrouver sur les plateaux du Fouta Djallon, n'est-ce pas? Et vous avez aussi les activités, ceux qui sont vers les fleuves, la mer, qui font la pêche. Donc, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage, nous avons la pêche. Et vous avez les activités artisanales. Hein, au niveau de chaque groupe social, il y a des artisans, hein, les cordonniers, les tisserands, hein, vous avez les griots. Donc, vous avez toutes ces organisations, l'organisation socio-culturelle, sociale, comment ça se passe? Question? Oui. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les Toucouleurs et les Peuls, ethniquement parlant? Ah, très bonne question. Très bonne question. Euh, quand vous discutez avec les Peuls, ils te disent que il n'y a pas d'ethnie toucouleur. Il n'y a pas d'ethnie toucouleur. En réalité, les toucouleurs, c'est un ensemble de groupes ethniques qui ont perdu leur langue et qui parlent la langue pulaar. Ce sont des Sérères, ce sont des Wolofs, ce sont des Diola que l'on retrouve au nord du Sénégal, dans ce qu'on appelle le Fouta Toro, et ils ont perdu leur langue d'origine. Et avec la, la, la dynastie des Nyankobé, ensuite avec les théocraties Peul, ces populations ont été assimilées pour parler la langue Peul, n'est-ce pas? Donc, les Peuls d'origine, les Peuls du Djolof, les Peuls que vous retrouvez au Fouta Djallon, considèrent qu'il y a une seule ethnie Peul qui parle le pulaar, les Haalpulaaren, et ceux qui parlent le pulaar, et que les Toucouleurs, c'est un groupe qui s'est retrouvé dans le nord du Sénégal, dans le royaume, dans le Fouta Toro, et ils ont perdu leur langue d'origine, leur langue. C'était des Wolofs. À l'origine, on dit que ce sont des Sérères. Ensuite, les Wolofs sont venus, d'autres ethnies sont venues, ils ont perdu leur langue pour parler le pulaar. N'est-ce pas? C'est le lien complexe qu'il y a, souvent d'identité, parce que les Toucouleurs, si vous voyez un Toucouleur qui s'appelle Camara ou qui s'appelle Fall, hein, il ne va pas être d'accord avec ce que les Bas vont dire, parce que les Bas disent que vous avez été assimilés, n'est-ce pas? Ils ont perdu leur langue d'origine. C'est comme les Wolofs que vous retrouvez à Kolda, vous pouvez trouver des Wolofs à Kolda qui ont perdu, qui sont assimilés par la culture, par la langue, n'est-ce pas? Donc c'est ça, c'est l'assimilation, la perte de la langue d'origine et l'assimilation avec une autre langue, qui est notamment ici la langue alpulaar. D'accord. Parce que quelque part, sur certaines archives ou bien sur certains historiens ou des personnes qui s'intéressent à l'histoire, même si ce ne sont pas des historiens professionnels en la matière, et j'ai souvent entendu ou bien lu que tout couleur, c'est un mot dérivé du mot tekrour. Oui, c'est les populations du Tekrour. Voilà, l'appellation Tekrour, cette localité finit par désigner ce peuple, par exemple, comme si c'était une ethnie avec une langue différente. Mais sinon, de ce qu'on appelle toute la partie nord,
professeur, vous connaissez toute la partie nord du Sénégal est composée et habitée par des Peuls, en majorité. Ce sont les Peuls qui sont les autochtones. Et c'est vrai qu'il y a d'autres ethnies qui s'y trouvent pour des raisons professionnelles ou des raisons que ce soit. Mais quand même, la région nord, le Fouta, c'est occupé principalement par des Peuls. Donc, cette appellation tout couleur, en tout cas, ça fait beaucoup de débats, ça produit beaucoup de débats, surtout à nos jours même, surtout à nos jours. Donc, c'est comme, par exemple, en tout cas, c'est le même peuple, parce qu'ils n'ont pas une autre langue que le Pulaar. Maintenant, nous, bon, moi qui vous parle si Peul, alors, Oui. nous, on parle en langue Pulaar, on dit, ces personnes que vous appelez assimilées, nous, on les appelle des Halpulaar, normalement, Halpulaar. Alpulaar, C'est oui. voilà, des Halpulaar. Des fois, il y a même des gens qui déterminent les Peuls comme des Halpulaar. Alors, Halpulaar, c'est-à-dire les Pulaars parlants, ceux qui parlent le Pulaar. Comme ici aussi, en Catalogne, il y a des gens, par exemple, comme Maïmouna Fati, qui parlent parfaitement le catalan, mais qui ne sont pas des Catalans, quoi. D'accord? Donc, ils ont leur ethnie, leur langue maternelle, paternelle, comme vous le voulez. Et mais quand même, qui sont en quelque sorte des gens qui parlent carrément le catalan, comme les Catalans d'ailleurs. Donc, dans la communauté Pulaar, il y a ce que nous appelons les Halpulaar, ceux qui parlent le Pulaar, mais qui en réalité ne font pas partie de la communauté Pulaar, ne sont pas de l'ethnie Pulaar. Comme par exemple l'exemple que vous venez de donner, il y a des Sérères et qui pendant beaucoup d'années, pendant longtemps, qui se trouvent à Kolda et qui ne parlent absolument pas le Sérère du tout. Par exemple, la famille Senghor, c'est une famille historique à Kolda, qui est d'ailleurs chef de quartier quelque part à Kolda, et qui a même transporté au nom Sérère 6 kilos. Je crois 6 kilos, c'est au nom d'un village ou bien d'une localité quelque part vers Kungel. D'accord? Donc, on dit que ce Sérère-là partirait de 6 kilos. Quand il est arrivé là-bas, il a fondé un quartier et il a donné le nom de 6 kilos. Donc, c'est origines du Nord. Donc, le quartier 6 kilos, d'ailleurs, c'est le plus grand quartier de Kolda, de la commune de Kolda. Vous demandez à n'importe qui, 6 kilos occupe en tout cas, c'est le plus grand quartier. Donc, vous voyez, donc, c'est Sérère que je connais très bien, une famille Senghor. Senghor, nous savons tous que vraiment c'est une famille Sérère, c'est une ethnie Sérère. Mais ils ne parlent pas du tout le Pulaar. Donc, ils font partie de ceux à long terme dans la communauté Pulaar qu'on appelle les Halpulaar. Ils parlent le Pulaar, mais ils ne sont pas des Peuls. C'est juste ce Oui, que non, je c'est voulais une dire. très bonne contribution. Parce que le Tekrour, c'est le premier royaume noir Voilà, dès le au 9e, foot, 10e, 11e effectivement. siècle au Ouais, nord. ouais, Tu au vois, nord. Ouais. qui va être ensuite à côté, qui va être remplacé par le Ghana. Le Ghana, avec la capitale Oualata, située actuellement en Mauritanie, n'est-ce pas? Donc, le Tekrour couvre la vallée du fleuve Sénégal. Ce sont des populations noires qui parlaient la langue bafour, le bafour. Alors, ces populations bafour, la langue bafour, s'est progressivement perdue avec l'arrivée de la langue de l'aristocratie pulaar qui s'est constituée d'abord sous les Denyanké et ensuite sous les Almami. Et toutes les populations noires des autres ethnies, les Sérères, les autres qu'on retrouvait dans le nord du Sénégal, ont perdu leur langue et ont été assimilés et ont parlé à parler le pulaar. Donc, vous faites très bien de distinguer Al-Pulaar, c'est-à-dire ceux qui parlent le pulaar, et le pulaar. Tu vois, le pulaar, c'est une autre identité. Hein? C'est vraiment l'ethnie et la langue qui sont confondues. Effectivement. Maintenant, comme vous le dites, vous pouvez, Maïmouna parle très bien catalan, mais du point de vue ethnique, elle n'est pas catalane.
Et elle n'est pas catalane. Voilà, elle n'est pas catalane. Tu vois. Ouais. Donc c'est cette, c'est cette complexité. Et maintenant, tu sais, vous savez que ceux qui ont perdu, les Alpolars, par exemple, se voir considérés comme ayant perdu leur identité ethnique. Et ils ont pris une identité d'emprunt. Ils ont emprunté l'identité pulaar en parlant la langue pulaar. Et les pulaars, pour se distinguer de ces gens-là, les appellent les alpulaars. Les alpulaars, n'est-ce pas? Donc, c'est très intéressant parce que, au fond, c'est la question de l'identité ethnique. Hein. L'identité ethnique va avec, vous appartenez à une ethnie, vous parlez cette langue. Mais si à l'origine, vous êtes dans une ethnie et vous perdez votre langue, en ce moment-là, vous êtes assimilé à l'ethnie de la langue dont vous parlez, n'est-ce pas? Et vous voyez la distinction qu'il y a, vous pouvez, entre ceux qui parlent pulaar, entre ceux qui sont des pulaars et ceux qui parlent pulaar parce qu'ils ont été assimilés par la langue pulaar et ils ont perdu leur langue d'origine. Leur langue d'origine. Voilà. Merci, merci pour la précision. Autre question? Oui. Je me demandais, genre, pendant les votes, vous aviez dit qu'il y avait des votes, genre, que les familles votaient un roi. Et je me demandais si les hommes libres ou les hommes de caste avaient aussi le droit de voter ou non. Les hommes de caste avaient? Avaient le droit de voter ou non. Genre, Euh, s'ils pouvaient voter. euh, Très bonne question. Ils ne votent pas. C'est les hommes libres. C'est les hommes libres. Et les hommes libres sont représentés à l'intérieur du conseil, n'est-ce pas? C'est comme les chefs de carré. C'est les chefs de carré qui constituent des membres du collège des électeurs. Le vote n'est pas encore individualisé. Ce n'est pas comme le suffrage universel, n'est-ce pas? Mais ce sont c'est comme ce que vous appelez les grands électeurs. Si vous voyez par exemple aux États-Unis, hein, il y a ce qu'on appelle les grands électeurs. On combine le vote des grands électeurs avec le suffrage universel. Mais qu'est-ce qui prédomine? C'est les grands électeurs, n'est-ce pas? C'est le nombre de grands électeurs, je crois ce qu'ils appellent les 272 ou 70 grands électeurs que vous devez avoir pour être élu président de la République, hein, président des États-Unis. Donc, c'est une survivance des grands électeurs, n'est-ce pas? Ici, pour maintenir le système, ils ont combiné le système des grands électeurs avec le suffrage universel. Si vous avez votre carte d'électeur, vous pouvez voter. Mais votre vote n'est pas important. Tu vois. Ce qui est important, c'est le vote des grands électeurs. Tu vois. Et le système des grands électeurs, c'est un autre dispositif qui le détermine. Ici aussi, on a seulement des grands électeurs. C'est le CEP Ekbauer. Et généralement, ce sont des assemblées 7 à 8 membres, n'est-ce pas? Et c'est eux qui votent. Donc les autres, ils ne votent pas. Les artisans, les esclaves, ils ne votent pas. Tout comme tous les hommes libres ne votent pas. Mais les hommes libres sont représentés à l'intérieur du conseil, le conseil des grands électeurs. C'est les grands électeurs. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Nous avons un système de grands électeurs, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, les institutions évoluent et s'adaptent selon les situations. Ils ont gardé le système des grands électeurs, mais qu'ils ont légèrement corrigé avec le vote populaire.
le vote des citoyens. Ça maintient le système pour qu'on ne dise pas que c'est un système minoritaire. Tu vois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les institutions se développent, s'améliorent et se perfectionnent pour garder l'état d'esprit de la population et l'idée de la participation de tout le monde au jeu électoral. Parce que le jeu électoral, c'est encore une fois, c'est un jeu d'équilibre, parce que c'est un jeu d'arbitrage. N'est-ce pas? Les grands électeurs arbitrent les candidats aux élections. Sauf maintenant, comme je vous l'ai dit, dans le cas de la royauté, l'État monarchique, hein, vous avez une famille régnante. Et c'est à l'intérieur de cette famille régnante que le pouvoir se transmet de père à fils ou fille. N'est-ce pas? Mais il y a une seule lignée. Alors qu'ici, il y a plusieurs familles régnantes qui peuvent prétendre à accéder à la charge, au titre de roi, sur la base d'un arbitrage, d'une compétition arbitrée par le Grand Conseil. Et le Grand Conseil, ce sont les grands électeurs. C'est compris? Oui, merci. Victor, tu peux descendre plus bas. On va voir les titres, comment les États, voir le tableau plus bas. C'est le tableau? Voilà, voilà ce tableau-là. Voilà. J'ai fait ce tableau-là pour que vous voyez à la fois sur la colonne de gauche, vous avez les royaumes, n'est-ce pas? Alors, voilà, reviens, voilà. Donc, on va le parcourir le royaume, donc le Tekrour. Hein? Comme on dit, le Tekrour, il est situé au nord, dans la vallée du fleuve Sénégal. Et la période où ce royaume a existé, c'est du 11e au 18e siècle. Alors, le fondateur, c'est War Djabi, on connaît le fondateur, mais on ne sait pas quel titre portait le roi du Tekrour. N'est-ce pas? On ne sait pas. Alors la capitale, Silla, est un peu dans le Fouta, ou Orkedjere. Orkedjere, Silla, je ne sais pas si Silla existe toujours, mais Orkedjere est là, dans la région de Matam. N'est-ce pas? Et on a le roi. Est-ce que vous le voyez bien? Vous pouvez écarter un peu. Donc, les rois célèbres, c'est le Wad Djabi, le fondateur. C'est le roi fondateur, n'est-ce pas? Alors, on vient au Djolof. Le Djolof, c'est le centre du Sénégal. Alors, on l'a du 12e au 19e siècle. Mais à partir du 16e siècle, le Djolof, le grand Djolof va se transformer en petit Djolof. N'est-ce pas? Et vous avez le fondateur, c'est Ndiaye Ndiaye, qui est considéré comme l'ancêtre des Wolofs. L'ancêtre des Wolofs, Ndiaye Ndiaye. Et le Bourba, c'est le titre du roi.
n'est-ce pas? Alors, la capitale, c'est Warhawk. Warhawk, c'est avant Linguère, et puis Yang Yang. Et c'est Yang Yang qui est resté célèbre comme la capitale du Jolof. Et parmi les rois célèbres, nous avons Ndiadia Ndiaye, le fondateur, et nous avons Albouri Ndiaye. Albouri Ndiaye, c'est le dernier qui a quitté le Jolof pour aller continuer la guerre sainte et qui est mort au Niger, à Dori, au Niger, et vous avez sa tombe qui est dans la mosquée de Dori, au Niger. C'est à 2 heures de Niamey. Ça, c'est le Jolof. Et ensuite, vous avez le Cayor. Tu vois, le Cayor, c'est la région de Thiès, Tivaouane, hein? C'est le centre du centre du Sénégal. 1549, c'est la date à laquelle le Cayor s'est émancipé du Jolof. Jusqu'en 1886, c'est la mort de Lat Dior Diop. Et vous avez les fondateurs, c'est Amari Ngoné Sobel Fall, n'est-ce pas? Le titre, c'est le Damel. La capitale célèbre, c'est Mboul. Hein? Mboul, c'est dans la région de Thiès. Et vous avez parmi les rois célèbres, vous avez Lat Soukabe Fall, vous avez Lat Dior Diop. Lat Dior, c'est le dernier. Lat Soukabe, c'est un des grands royaumes célèbres qui a connu la période de la traite des esclaves, etc. Ensuite, vous avez le Waalo, hein, le nord-ouest du Sénégal, autour, c'est le delta, c'est de Dagana, pour ceux qui connaissent un peu de Dagana jusqu'à Saint-Louis. Et du 13e au 18, du 12e, de 1287, 13e siècle, à 1855, c'est la date à laquelle Faidherbe a conquis le Waalo. Le fondateur, c'est Barka Mbouch. Le Brak, c'est le titre du Brak du Waalo. La capitale la plus célèbre, c'est Nder. Nder, c'est là où il y a eu le sacrifice des femmes de Nder qui n'avaient pas voulu être transformées en captives par les Mours et qui se sont enfermées dans la case et se sont brûlées pour échapper à la captivité. Et vous avez, parmi les rois célèbres, vous avez Yerim Mbagnick Mbodj et vous avez la reine Ndate Yalla ou Djembat Mbodj, qui sont les 2 reines très connues, très célèbres du Waalo. Alors, vous avez le Baol, c'est le centre du Sénégal, autour de Diourbel. C'est la période 1549, c'est la même période que le Cayor. Ils sont indépendants en même temps. Et 83, c'est la date à laquelle le traité de protectorat français a été signé pour mettre fin à l'indépendance du Baol. Les fondateurs, ce sont des dynasties sérères. On ne connaît pas exactement le fondateur, le nom. On a le roi, c'est le Teigne. La capitale, c'est Lambaye. Si vous allez sur la route vers Touba, vous avez Lambaye, après Bambey. Et parmi les rois célèbres, vous avez Amari Ngoné Sobel Fall et Lat Soukabe Fall. Lat Soukabe Fall, vous l'avez trouvé déjà, on l'avait déjà chez le Cayor. Parce qu'à un moment, il y a eu des périodes où le Baol était conquis par le Cayor et donc le Damel était en même temps Teigne. N'est-ce pas? Vous avez le Sine, le centre du Sénégal, hein, vers Fatick, vers 1400 jusqu'à la conquête coloniale. Vous avez Meïssa Wali Dione. Meïssa Wali Dione, c'est l'ancêtre éponyme des Sérères. Et le Bour Sine,
le roi, le titre du roi, Mbissel, Nyongolor et puis Djahaï. Ce sont les trois capitales. Hein. Djahaï, c'est après Fatick, sur la route de Bambey. Mbissel, et vous avez Nyonkolor. Lorsque vous allez sur la route de Fatick, vous tomberez sur Nyonkolor. Et parmi les rois, vous avez le Kumba Ndofen Diouf, vous avez Wagan Diouf, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est le royaume. Vous avez les gens du Saloum, centre-ouest, Kaolack, Kaffrine. Hein. C'est 15e siècle, jusqu'en 1887, c'est le traité de protectorat avec la France. Mbéga Ndour, c'est le fondateur. Le Bour Saloum, c'est le titre. Kahone, c'est à la sortie de Kaolack en allant vers Tambacounda, à une 4-5 km, vous avez Kahone, tu vois. Et vous avez parmi les rois célèbres, vous avez Mbéga Ndour, vous avez Sambala Obefal. Et dans le Fouta, c'est la vallée du fleuve. 1776, c'est la révolution Torodo. Jusqu'à 1881, c'est le traité avec les Français. Koli Tengela, c'est le fondateur. Vous avez Satigi dans la période des Yankees, et puis vous avez Almami dans la période de la théocratie avec Abdelkader Khan. Et la capitale, c'est Mumba, n'est-ce pas? Mumba, après Podor. Et vous avez Tcherno Suleiman Bal, Abdul Kader Khan, sont les célèbres rois. Enfin, vous avez le RIP. Le RIP, c'est entre le Saloum et la rive droite du fleuve Gambie. Le RIP, c'est Maba Diakhouba. Maba Diakhouba, c'est le fondateur. Son titre, on l'appelle l'Almami. C'est Nioro du RIP, qui est la capitale. Vous avez Maba Diakhouba, Sayer Matiba. Hein. On a beaucoup parlé ces jours-ci de l'ancien ministre des Finances. Il appartient à cette famille. C'est pour ça ses amis de classe, ses promotionnaires l'appelaient Almami. C'est les descendants de cette famille-là. Vous avez enfin le Gabou, entre le fleuve de la Gambie et la Guinée-Bissau. Les dates, c'est à peu près 1537-1867. Trimangan Traoré serait le fondateur. Le titre, c'est le Mansaba. Kansala, qui est la capitale et qui est située sur le territoire de la Guinée-Bissau. Et le roi célèbre, c'est Djanké Wali Mané. N'est-ce pas? Donc, vous avez là à la fois un aperçu de tous les royaumes avec les périodes, la durée de ces royaumes, les fondateurs, les titres du souverain, la capitale et les rois célèbres. N'est-ce pas? Donc, c'est un tableau que vous pouvez utiliser pour vos recherches et vous permettre effectivement de voir ce que vous pouvez en tirer. Question? Non. D'accord, merci professeur pour partager toutes les connaissances. Je pense que on pense que avoir cet espace pour partager cette connaissance de l'Afrique, de la Sénégambie, avant la colonisation, c'est très important parce que ici, la population de la Catalogne, toute la population de la Catalogne, ne connaissent pas l'histoire du siècle, du 16e siècle, 17e, 18e, de l'Afrique en général, mais concrètement de la Sénégambie, que c'est une région avec beaucoup de contacts et d'histoires avec nous, avec la Catalogne aujourd'hui. Et si la société ne connaît pas ou n'a pas la possibilité de connaître cette étape,
c'est difficile de construire dialogue pour combattre la ignorance ou les discours en général qui parlent de l'Afrique comme un continent sans histoire, non? Mhm. Ou qui parlent de l'Afrique comme, ou de la Sénégambie comme une région avec une playlist culturelle, comme m'a dit le grand Cheikh Anta Diop, non? Mhm. Et, pour nous, avoir la possibilité de dialoguer avec vous, c'est très important et je vous remercie la prédisposition pour collaborer avec nous, professeur. Et je pense que s'il y a d'autres questions générales de la séance, c'est le moment pour Maïmouna, Fatima, Paz, c'est le moment. Je crois que ce que vous dites, c'est très important parce que souvent, on considère que, on a tendance à penser que, effectivement, depuis Hegel, l'Afrique est un continent sans histoire. Mhm. Et que Sarkozy a repris, ce n'est pas un pays, ce n'est pas des zones où des civilisations s'étaient développées. Or, nous savons que euh, les civilisations les plus anciennes sont les civilisations africaines. Oui, Or, exactement. le, l'homme le plus ancien a été découvert en Afrique. D'abord dans l'Est, euh, dans, la, dans la vallée de l'Omo, euh, vers la zone actuelle du Kenya, et ensuite au Tchad, n'est-ce pas? Mhm. C'est dans cette zone où les hommes les plus vieux ont été retrouvés durant la préhistoire. On sait aussi que avec l'Égypte pharaonique, les civilisations les plus anciennes ont été développées au niveau de l'Égypte. Et ensuite, progressivement, avec la désertification du Sahara et les migrations de population, les différentes parties de l'Afrique ont été peuplées et les civilisations sont nées, se sont développées. C'est ça qui fait que au XIe siècle, on va avoir au niveau du Sénégal, dans le nord du Sénégal, le Tekrour. Le Tekrour, c'est le plus ancien royaume sénégalais, le plus ancien, n'est-ce pas? Euh, Après le Tekrour, nous avons le Grand Jolof. Le Grand Jolof, jusqu'au XVIe siècle, le Grand Jolof a regroupé les provinces du Waalo, du Cayor, du Bawol, une partie du Fouta, du Sine, du Saloum. Et au sud du Grand Jolof, nous avons le Gabou. Le Gabou qu'on retrouve entre le fleuve Gambie et la Guinée-Bissau. C'est le Grand Gabou. Comme on l'a vu, à partir du XVIe siècle, il y a l'éclatement de ces deux grandes entités. Le Grand Jolof s'est éclaté pour donner naissance pour laisser apparaître l'autonomie des royaumes, le Waalo, le Bawol, etc. Et le Gabou aussi s'est éclaté, laissant l'autonomie aux autres, n'est-ce pas? Donc, c'est une société organisée. Vous l'avez vu avec les groupes sociaux, hein, l'aristocratie, les artisans, les hommes libres. C'est une société aussi qui a organisé son système de gouvernance avec des rois qui sont originaires, qui proviennent des familles régnantes et qui sont élus par un conseil. Le conseil, c'est l'arbitre entre les différents prétendants à la charge royale. Et ensuite, nous avons les hommes libres, les hommes de caste.
n'est-ce pas, qui ont le droit qui constituent leur propre, qui jouent leur jeu dans le système d'équilibre. Donc, nous avons des sociétés organisées. Maintenant, avec l'arrivée du système colonial, depuis les comptoirs de commerce, avec l'esclavage, avec les armes à feu, les guerres se sont développées et la supériorité technologique a permis à la France, à l'Angleterre, de dominer ces royaumes et d'organiser le système colonial, n'est-ce pas? Mais avant ça, donc avant que les Français ou les Anglais ne soient les vainqueurs, les dominateurs de cette zone, il y avait une organisation sociale organisée, un système, une culture, un système de valeurs, un système de gouvernance qui s'est développé. Donc, c'est une société qui avait leur propre histoire, qui a été interrompue par la conquête coloniale. Donc, je crois que c'est très important que les gens comprennent cela, hein, pour n'avoir aucun complexe. Hein, les sociétés, chacune des sociétés a sa propre culture, sa propre civilisation, et chaque société et chaque culture a la même égale valeur et la même dignité, n'est-ce pas? Donc, c'est pour des raisons de propagande et pour justifier la conquête coloniale que les Européens ont dit que c'était des sociétés qui n'avaient pas d'histoire, hein, et que c'est eux qui sont venus propager soi-disant la civilisation. Yo tenía una Merci. pregunta. Sí, ¿Me ayudas, Víctor? sí, 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 sí. Para acabar no sé, però Sí, crec sí, que és sí, digues, bona, digues. vale? Que és la de quins reptes hi ha, no? A nivell de divulgació de la història d'Àfrica, o en aquest cas de Senegàmbia, no? A les noves generacions, tant allà com en aquí, per exemple. Perquè a mi tot el que ha explicat el professor, doncs la veritat que m'ha sorprès perquè són aspectes que jo desconeixia, de fet. Llavors, agrair-li per això, sobretot. Molt bé. I doncs que m'agradaria saber quins reptes hi ha en aquest sentit. Vale. D'accord, professeur Maïmouna. Elle est intéressée quels sont les défis en relation à la diffusion de cette histoire au Sénégal mais à la Catalogne aussi. Et dire, les défis en le sens de comme aujourd'hui avec les jeunes, avec toute la société qui est intéressée pour connaître ces réalités, euh, comme nous pouvons faire non, Maïmouna, comme nous pouvons faire pour se propager cette information. Oui, si je comprends bien, c'est d'abord la prise de conscience que les sociétés africaines et sénégalaises en particulier c'est des sociétés qui ont leur propre histoire, leur propre identité, avec un système de gouvernance fondé sur l'équilibre. Et vous savez, c'est devenu universel. Les sociétés, chaque société essaie de trouver un équilibre entre ces différentes composantes. Parce que la société est une société diversifiée. Elle est diversifiée, elle est diversifiée par les ethnies, elle est diversifiée par les langues et par les occupations. Mais au-delà de cela, il y a un sentiment commun d'appartenance à une communauté. Et ce sentiment d'appartenance à une communauté génère un système de gouvernance. Et ce système de gouvernance repose sur l'équilibre. L'équilibre, le respect
de chacune des personnes, de leur statut et la prise en compte de l'égale dignité et de l'égale chance qui doit être donnée à tout le monde. Donc, premièrement, c'est la prise de conscience de son identité, de son histoire. Et c'est ça qui fait en sorte que vous allez pouvoir vous épanouir et n'avoir aucun complexe, n'est-ce pas? Vous vivez en Catalogne, en Vérone, mais vous provenez, vous avez une culture de base, vous avez une culture sénégambienne, et vous êtes dans un monde universel qui est le monde de la Catalogne avec une société ouverte sur le monde, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas catalan, n'est-ce pas? Vous avez votre propre identité culturelle. Tout comme le catalan a son identité, vous avez votre propre identité. Le basque a son identité. Le breton a son identité, n'est-ce pas? Les gens euh, de la Galicie ont leur propre identité, n'est-ce pas? Tout comme si vous allez en Grèce, vous allez avoir les gens d'Athènes, les gens de Sparte. Chacun appartient à quelque part, n'est-ce pas? On a sa propre identité. Si vous allez aux États-Unis, vous avez des Texans. Ils sont américains, ils sont Texans. Tu vois. Ils sont de New York, ils sont américains. Tout comme ici, vous êtes en Catalogne, vous êtes de la Catalogne, vous avez votre identité sénégambienne, hein, et vous êtes espagnol aussi, n'est-ce pas? Donc, je crois que le défi, c'est la prise de conscience de son identité. Et c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas avoir de complexe devant quiconque, parce que toutes les civilisations se valent, n'est-ce pas? Si vous avez conscience que vous avez votre propre identité, en ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir de complexe vis-à-vis de quiconque que ce soit. Et bien sûr, vous gardez les liens avec votre communauté. Je suis sûr que vous parlez toujours votre langue d'origine dans la famille, etc. Et ça, c'est un élément d'enrichissement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci. Merci. D'autres questions, Fatima, Bas? Voilà, moi je voudrais juste une petite contribution, Victor. D'accord. Oui, oui. Voilà, et ce que disait Maïmouna, vraiment, on remercie beaucoup au professeur de cet apprentissage-là. Moi, j'en connaissais un tout petit peu, mais je crois que, bon, c'est pas le cas comme par exemple Maïmouna et Fatih et autant d'autres jeunes d'origine sénégambienne qui ont grandi ici ou bien qui sont nés ici. Et voilà, pour juste appuyer ce que le professeur vient de dire par rapport à ce que les colons disaient de l'Afrique noire, c'est un continent sans civilisation et tout cela. Voilà, je crois que c'était juste une formule pour faire perdre les gens davantage, pour en tout cas mener à bien leurs activités et tout ça, ou bien en quelque sorte pour essayer de justifier davantage leur présence là-bas, hein. Mhm. Et par exemple, rien que en regardant sur l'aspect culturel, et Mhm. surtout entre la RDC, l'ancien Zaïre, non, avec la Belgique, Mhm. on a retrouvé combien d'objets d'art, de culture qui se sont retrouvés là-bas, à l'autre côté, d'accord? Et Mhm. tous originaires donc de l'Afrique. C'est la Mhm. même chose pour, en tout cas, le Sénégal. Donc, tous ces colons, tous ces pays Mhm. colonisateurs qui ont eu un contact physique assez important avec l'Afrique, Mhm. euh, ont emporté avec eux des objets d'art, des objets de culture d'une très grande valeur, d'une très grande Mhm. valeur, et qui ont connu que quand ils sont partis en Afrique, que quand ils sont descendus là-bas. Donc dire que, en tout cas, un peuple
qui n'a pas sa culture, je sais pas quoi, ne peut pas s'inspirer d'autant d'art, d'autant vraiment de culture, d'autant de choses de valeur. Vous voyez. Alors, c'est encouragé en tout cas ces deux demoiselles qui sont la Patti et Maïmouna et tant d'autres encore, vraiment à s'intéresser davantage à leur, voilà, à l'histoire donc de, 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 de notre origine, quoi. Parce qu'on a souvent dit, oui, j'ai entendu dire, un peuple sans histoire est un peuple sans identité. D'accord? Donc, si on vous rabat votre histoire, c'est que vous êtes en train de flotter sans, en tout cas, sans une vraie identité. Alors que nous avons bel et bien une histoire très, très, très riche. La structuration de la société africaine avant même la colonisation, avant même l'arrivée des Blancs là-bas, le professeur, vraiment, je sais que le temps ne le donne pas, mais sinon, il y a autant d'autres exemples. Quand vous partez au Mali, quand vous partez au Bénin, d'accord, le Dahomey, d'accord, l'Empire du Mali, Soundiata Keita et tout ça. Ouais, c'est autant d'exemples qui prouvent que vraiment l'Afrique était très bien structurée, l'Afrique était très bien organisée. Et je peux même dire mieux quelque part que quelque partie en Occident. Parce que nous, notre structuration, notre organisation, c'est avec une multitude d'ethnies et avec une multitude de langues. Vous voyez. Ce que le professeur disait, et vous retrouvez en Basque, par exemple, en Casamance, vous retrouvez des Diola qui parlent le Diola, des Mandins qui parlent le Mandin, des Peuls qui parlent le Poulard. Mais malgré tout ça, il y avait des royaumes qui étaient là, qui s'en chargeaient donc de cette gestion-là. Il y a pas eu de conflit entre ethnies, soit pour le Diola ou bien pour le Poulard. Non, 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 il y avait une harmonie quand même qui était là, quoi. Donc, vraiment, voilà, c'est juste cette petite contribution que je voulais apporter, quoi. En tout cas, merci pour cette contribution. Euh, Moi, je suis très content que nous ayons eu cette séance de travail. Et je vous encourage vraiment à être fiers de votre identité. Vous avez votre culture. Il y a un trait commun, c'est l'universel, c'est la langue, c'est le cosmopolitisme, c'est l'ouverture au monde. Vous avez le catalan, tout comme en ayant le catalan et l'espagnol, vous avez déjà, tu vois, et le français, hein, vous voyez, sans compter maintenant votre propre langue d'origine. Et certains d'entre vous, en plus, vous avez l'anglais, vous pouvez travailler en anglais. Alors, donc vous voyez la capacité que vous avez d'avoir plusieurs langues vous confère une force et un atout certain sur le plan social, sur le plan professionnel, n'est-ce pas? Vous allez aux États-Unis, la plupart ne parlent qu'anglais. Ils n'ont pas d'autres langues, n'est-ce pas? Or, vous maîtrisez au moins 3 voire 4 langues, parfois 5 langues. Hein? Vous parlez Diola, vous pouvez parler manding, vous parlez espagnol, vous parlez catalan, vous parlez français. Donc, vous voyez la diversité, la richesse. Cette richesse vous donne une force. Maintenant, vous avez votre identité. Votre identité, c'est votre identité. Vous la tenez de votre origine, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas des Alpolars, c'est-à-dire des gens qui ont perdu leur langue d'origine. Non, vous avez votre propre identité, vous avez votre propre langue d'origine, n'est-ce pas? Et vous êtes enrichi avec des autres langues, n'est-ce pas? Le fait de parler catalan n'a pas gommé votre identité diola, tu vois, ou polar. Non, n'est-ce pas? Mais vous êtes enrichi. Vous êtes enrichi avec la maîtrise d'autres langues. Vous êtes enrichi en vivant dans une autre culture et vous savez comment vous insérer dans comment vouloir vivre de tout le monde, de la société.
Et je crois que c'est ça qui est important. Tu vois, comprendre ici que la différence, les différences sont des sources de diversité. C'est des sources d'enrichissement pour toute la société. Mais ne sont pas du tout, les éléments de différence ne sont pas des signes d'exclusion ou de marginalisation. Au contraire, c'est des signes d'intégration, c'est des signes d'enrichissement, c'est des signes d'ouverture. On revient dans la formule enracinement et ouverture. Vous êtes enraciné dans vos propres cultures, mais vous êtes ouvert au monde. Tu vois? Et aujourd'hui, l'ouverture au monde, c'est l'ouverture aussi aux langues et l'ouverture aux autres sociétés. Et je crois que ça, c'est très, 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 très important. Et vous avez cette chance. Il faut profiter largement de cette chance-là. Euh, J'avais aussi quelques questions. Mhm. Je me demandais, comment les femmes vivaient avant l'époque coloniale, dans ce société-là, comment les femmes vivaient, s'ils avaient, par exemple, des rôles importants comme des guerrières, des chefs ou des reines, et aussi pourquoi, en ce moment-là, ça ne se parle pas beaucoup, les rôles des femmes pendant cette période-là. Oui. Euh, les, 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 la grande division, comme je vous l'ai dit, c'est une division par groupe. Vous avez les familles régnantes, vous avez les hommes libres et les femmes libres, vous avez dans les castes, vous avez les hommes et les femmes, n'est-ce pas? Donc, à l'intérieur de chaque groupe, chacun de ces groupes, il y a un statut aux femmes. Par exemple, si vous regardez dans les familles régnantes, il y a le roi, il y a la reine, n'est-ce pas? Euh, et certaines, si vous regardez dans l'histoire du Wallo, que ce soit Djembet Mbodj ou Ndate Yalla, et si vous allez en Casamance, vous avez Sebet, la reine Sebet, vous avez Aline Sitoé Diatta, hein, tu vois. Donc, vous avez des femmes qui se sont distinguées. D'abord parce qu'elles avaient un statut et elles ont joué des rôles très importants dans la société à des moments importants. Aline Sitoé Diatta, durant la Deuxième Guerre mondiale, elle est revenue en Casamance, elle a organisé les femmes, elle a organisé la résistance au système colonial, au recrutement des soldats. On l'a traduite au tribunal, on l'a condamnée, on l'a exilée et elle est morte à Tombouctou, n'est-ce pas? Vous avez dans le Wallo, vous avez Ndate Yalla, vous avez Djembet Mbodj qui se sont distingués aussi comme des Linguères. Yacine Boubou dans le Cayor c'est également distingué comme des reines, n'est-ce pas? Donc, vous avez des femmes qui ont joué un rôle très, 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 très important. Et c'est vrai que c'est une société qui consacre la supériorité de l'homme sur la femme, n'est-ce pas? Mais on sait que les femmes jouent souvent le rôle, elles sont très influentes, elles sont très influentes. C'est pas pour rien qu'on parle de ce sont les conseillères de l'oreille, parce que même si l'homme occupe des responsabilités, cet homme est obligé de se concerter avec sa femme, avec les femmes. Et ce sont ces femmes qui, souvent, ont une grande capacité d'influence, n'est-ce pas? Elles sont plus discrètes, mais elles ont une grande capacité d'influence, n'est-ce pas? Progressivement, les femmes sont apparues sur la scène politique, hein, avec les partis politiques, etc., etc., n'est-ce pas? Mais il n'empêche que, comme on le voit, ce sont des sociétés encore marquées par des formes d'inégalité sociale, hein, des formes d'inégalité sociale, et les gens cherchent à surmonter ces inégalités sociales par la reconnaissance des droits
de l'égalité des femmes. Vous avez vu au départ que pendant longtemps, les femmes n'avaient pas accès au savoir. Les écoles coraniques étaient d'abord surtout fréquentées par les hommes. C'est progressivement que les femmes ont été introduites dans les écoles coraniques et elles ont commencé effectivement à jouer un rôle de plus en plus important. Et on voit même des femmes qui tiennent leur propre dara, n'est-ce pas? Donc, les femmes avaient un statut reconnu, respecté. C'est la mère, c'est la sœur, c'est la fille. Dans une société maintenant dominée par où la supériorité de l'homme est consacrée formellement, n'est-ce pas? Et c'est plus tard avec le système de la colonisation et le système de l'indépendance et la citoyenneté qu'on parle des mêmes droits et des mêmes devoirs, n'est-ce pas? Donc c'est à peu près ça. Merci. D'accord. D'accord, merci. Euh, je pense que c'est le moment de finir la séance, d'accord? Et je veux remercier encore une fois le professeur Fall pour son temps, car je pense qu'il a été très généreux avec nous en partageant son expérience et ses connaissances, ainsi que les réflexions qui nous amènent à poser des questions sur le présent. Merci beaucoup, professor. Merci a la persona, a Maimuna Fàtima Bas, que us heu connectat aquesta tarda, que sempre és complicat connectar-vos els dissabtes a la tarda, ja ho entenc. Així que moltes gràcies de nou. J'espère que nous pourrons trouver d'autres espaces avec tout le Ton monde nom, c'est ici. quoi? Bas. Oui, Ton nom, c'est quoi? Bas Mbalo. Le nom, c'est Bas. Bas ou Ba- Basiro. Bassirou Mbalo. Mbalo, c'est le nom. Oui, Bassirou Mbalo. oui, Basiro Mbalo. Voilà, d'accord. De Kolda Velengara. Kolda, de Kolda Kolda. même. Kolda. Ouais, ouais. Je suis de D'accord. Kolda même. De Kolda. J'espère que Maïmouna aussi n'est pas loin de Kolda. No, Duma, kwa pullo, no? Si. Duma, Hedene Mataba. Ah, ok. Dans le Velengara. Sí. D'accord. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Merci bien, vraiment. Fatima. Merci bien, Bas. Merci. Merci, Maimouna. Merci, Victor, pour cette belle opportunité d'échange. Merci. Et à la prochaine. Hein. À la prochaine. Et bonne chance Yeah. pour les élections de demain. Voilà, demain, c'est les élections. Ah, oui, On va voir comment ça va se passer. C'est vrai. On verra. Voilà. D'accord. Je vais t'envoyer, Victor, un article que j'ai fait sur la situation politique après les élections présidentielles. D'accord, parfait. En français, vous allez partager ça avec les autres. Oui. Merci. Voilà. Merci C'est beaucoup. très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez. Au revoir. Au Allez, revoir. Au À la revoir. prochaine. À la Au revoir. prochaine. Merci, au revoir.